Bonjour, M. Serré. Salut. Merci de nous recevoir pour discuter d'un des sujets qui vous tient sans doute le plus à cœur, votre parcours, mais en particulier dans le domaine de déconstruire des préjugés, je pense, sur le monde du chômage et parler aussi de la défense des droits des chômeurs et des chômeuses. J'ai commencé à la fin des années 70, 79, 80 en Abitibi, à Rwanda. Quand tu regardes ça, tu dis, bon, OK, ça s'est étalé sur 45 ans. C'est la défense des chômeurs, mais la défense des chômeurs, c'est la défense des travailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Un chômeur, c'est pas un monde à part, c'est pas un monde marginal, c'est le monde du travail. C'est pas une étiquette qu'on appose à des gens. Vous êtes chômeur. Ah, eux apposent cette étiquette-là. Et on a eu à combattre, que ce soit ceux au gouvernement, peut-être parfois à droite, que ce soit même dans nos propres milieux, où on va considérer les chômeurs, c'est des pauvres. Ouais. Tu sais, moi, j'ai entendu des discours de certains politiciens, puis quand ils parlaient du monde du chômage, ils parlaient des pauvres. Mais c'est pas le monde des pauvres, c'est le monde du travail. Alors, dans le monde du travail, il y a du monde qui sont pas riches, mais il y a du monde qui gagne des assez bons salaires. Tu sais, le gars qui travaille charpentier menuisier dans la construction, il travaille pas à 15 piastres de l'heure. Mais il va connaître des périodes de chômage. C'est le monde du travail, et t'es pas chômeur sans avoir travaillé. C'est un état temporaire. Temporaire. On les qualifie de paresseux, de pas à grand-chose. Ça existe pas, ces affaires-là. Si ça existe, c'est marginal. C'est ça. C'est à côté. De façon générale, puis les chiffres sont là pour le démontrer. Parce qu'on est assez fort au cours des 20 dernières années à bien maîtriser les chiffres, à bien maîtriser comment ça marche, l'assurance-emploi. Non seulement la loi, mais les rouages de ce programme-là. Mm-hmm. Et on peut comprendre, par exemple, les derniers chiffres officiels d'études du fonctionnement du programme d'assurance-emploi, que la durée moyenne réelle d'une période de prestation au Québec, c'est 14-15 semaines. Pour l'ensemble canadien, c'est 16 ou 17 semaines. Alors que de façon théorique, en compilant les heures de travail, les taux de chômage, etc., la durée moyenne théorique pourrait tourner autour de 27-28 semaines. Mais la durée réelle, c'est-à-dire que quelqu'un, généralement, parce que tu t'appauvris quand tu tombes en chômage. Ouais. Parce que c'est topé. Ouais. Hein, t'as pas vraiment 55% de ton salaire, surtout si c'est un bon salaire. Ouais. C'est topé. Mais donc, tu t'appauvris. Alors que tu veux travailler. Et c'est la nature même des gens de vouloir chercher des revenus, puis essayer d'améliorer son sort, puis le sort de sa famille, des gens qui sont proches de toi, de tes enfants. Contre, il faut comprendre, eux au gouvernement, puis ça a commencé avec les conservateurs, ils appellent un certain nombre de chômeurs des prestataires fréquents. Alors, les prestataires fréquents, ça c'est 20% de la population en chômage, que ce soit des prestations de chômage. La majorité, c'est ce qu'ils appellent, eux, des occasionnels, 55% des occasionnels. Mais 20%, ce qu'ils appellent des prestataires fréquents. C'est qui les fréquents? Les fréquents, c'est des gens qui reviennent annuellement parce qu'ils ont un travail saisonnier? Parce que, entre autres, beaucoup le travail saisonnier. Puis le travail saisonnier au Canada, ça aussi, il faut le comprendre, il est dans l'est du Canada. Il est au Québec, dans les provinces maritimes. Aux 2 tiers, c'est toutes sortes de patentes. Okay. Mais c'est le forestier, c'est la pêche, c'est le tourisme, c'est toutes sortes d'affaires. Mais, et il est beaucoup cantonné dans nos régions. Pas juste dans nos régions, il y a du travail saisonnier en ville aussi, mais il y a des régions où l'emploi qu'on t'offre, quand tu t'en vas sur la Côte-Nord, quand tu t'en vas en Gaspésie, dans certains coins du Témiscamingue ou de l'Abitibi, l'offre d'emploi qui est disponible est un emploi saisonnier. Okay. Alors là, tu es placé devant un choix. Souvent, c'est pas très payant quand c'est payé à l'heure, mais tu vas faire beaucoup d'heures. Tu vas faire des grosses semaines, mais tu travailleras pas beaucoup de semaines. Fait que les semaines que tu travailles, ça va, tu vas peut-être te qualifier au chômage, mais tu vas te qualifier au chômage pour peut-être 20 semaines. D'ailleurs, c'est la durée moyenne d'une période de prestation chez ceux qu'on appelle les fréquents. Mais c'est le résultat du monde du travail. Puis quand tu es pogné avec ça, tu fais quoi? Ou tu acceptes ton sort, tu dis, OK, c'est ça de la job, OK, mes prestations, baisse de revenus. Des fois, il y a souvent un trou noir, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de job parce que la saison n'a pas recommencé, les prestations sont terminées, etc. Ou bien tu sacs ton camp. Et il y a beaucoup de jeunes. Tu sais, si on prend l'exemple de la Côte-Nord, il y a une décroissance de la population sur la Côte-Nord et il y a beaucoup de jeunes qui quittent ou de gens entre deux âges, mais qui vont quitter pour trouver une vraie job ailleurs. Alors, il y a vraiment une préoccupation qui devrait y avoir au niveau des gouvernements puis de ceux qui détiennent les leviers économiques, etc. C'est développer encore plus l'emploi en région. Les régions, c'est pas juste des régions ressources, c'est-à-dire où on va
extraire la matière première, comme en Abitibi, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, etc. On doit transformer sur place. Pour combler ces trous, pour avoir... Faire des vrais jobs. Faire des vrais jobs. Parce que dans le fond, ce que vous nous dites, c'est on a deux choix. On reste, on accepte ces conditions-là de très variables. Si on est saisonnier. Ou on s'exile. Ou on s'exile. Et c'est la réalité de bien des gens. C'est des questions existentielles que bien des gens se posent, souvent avec beaucoup de drame. Mais c'est aussi la réalité du monde du travail qui s'est transformé. Tu sais, Michel Rocard, là, en France, là, ancien premier ministre français, mais aussi économiste, a beaucoup étudié, beaucoup écrit sur la transformation du monde du travail à partir des années 90 par en avant. Et on assiste à une précarisation du monde du travail. C'est-à-dire des gens qui travaillent à temps partiel, qui sont temporaires, qui sont sur appel, qui sont horaires brisés, l'ubérisation du monde du travail, qui fait que il y a des gens qui sont en situation de précarité, qui vont se ramasser sans emploi. Et si tu as la chance d'avoir droit au chômage, tant mieux. Mais c'est pas tout le monde, d'ailleurs, qui a droit à l'assurance-emploi, parce que l'assurance-emploi, ou le programme d'assurance-emploi, a beaucoup fermé ses portes depuis les années 90. Vous nous avez fait un beau tableau de ce que c'est à peu près la dynamique rendue aujourd'hui. Mais vous êtes parti de votre Abitibi natale à un certain moment donné pour arriver à Montréal. Je pense qu'on est dans les années 80. Où vous avez pris la direction du regroupement des chômeurs et chômeuses du Québec. À ce moment-là, on était en crise économique, je pense. Ah, c'était terrible. Les taux de chômage au Québec, les taux de chômage officiels au Québec avoisinaient les 15 %. Les taux d'intérêt, à l'époque, étaient autour de 20-21 %. Il y a des gens qui faisaient banqueroute, qui n'étaient plus capables de payer leur prêt hypothécaire. C'était l'enfer. On avait porté les clés aux gérants de banque ou de caisse. Clairement. Puis en Abitibi, c'était une des régions où le taux de chômage, de façon systémique, tournait autour de 20 %. Là, à cette heure, c'est plus ça. À cette heure, les taux de chômage en Abitibi sont à 6-7 %. Surtout dans les villes, c'est très bas. C'est presque le plein emploi dans les villes en Abitibi en ce moment. En région, là, quand tu rentres dans la région, là, tu vas connaître des taux de chômage plus élevés. Mais donc, c'est une époque où les taux de chômage étaient très élevés. Et moi, c'est au retour d'un voyage, du genre Go West Young Man, dans les années 70, 78. Je reviens, désœuvré, pas de job, pas rien, pas de revenus de remplacement. Et on va travailler à quelques-uns, mettre sur pied un groupe de chômeurs, puis on va réussir. Sans budget, c'est-à-dire sans subvention, sans financement, il n'y a jamais eu de salaire. Je me souviens d'avoir signé un bail à l'époque, un bail d'1 an, un local, c'est à 8e rue, pas très loin d'ailleurs de la fonderie Horn, entre Murdoch puis Carter. On a ouvert nos bureaux le 10 mars 1980, mais quand j'ai signé le bail, c'était un bail de 220 $ par mois, l'électricité incluse, c'était pas pire. On avait 500 $ dans le compte de banque. Alors, on fallait être assez téméraire, puis on l'a fait. Puis là, au début, il y a des syndicats qui nous ont aidés un petit peu, ce qui s'appelait le STENOC à l'époque, le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Nord-Ouest du Québec, qui aujourd'hui s'appelle le CEAT. Un petit peu la CSN qui était pas encore très présente, commençait. Ils sont rentrés à Mille-Noranda à peu près à cette époque-là. La FTQ, Maurice Hébert. Il y a du monde qui nous ont aidés, il y a des communautés religieuses qui nous ont aidés. M'en est apparu un espèce de petit financement qui venait du ministère de l'Éducation pour l'éducation populaire, parce qu'on disait qu'on faisait de l'éducation populaire, et on était devenu, pour le ministère de l'Éducation, des OVEP, des organismes volontaires d'éducation populaire. Alors, à l'époque, le seul financement qui existait pour des organismes comme nous autres, c'était un peu ça, qui nous donnait 4 000 $. Fait que tu vas pas loin avec... Fait qu'on n'avait pas des gros budgets. Moi, je me souviens que travailler là, 80-82, je me souviens pas d'avoir eu un salaire, et on est venu me repêcher, vous aviez été à Montréal, puis on a besoin de quelqu'un à la coordination des groupes de chômeurs. Puis je suis parti là avec une relève là-bas pour le regroupement des chômeurs. Voilà. On a construit nos groupes comme ça à peu près partout. Hein. OK. Mais là, évidemment, oui, le taux de chômage est élevé. Donc, l'objectif, j'imagine, tant en Abitibi qu'en arrivant à Montréal, c'était essayer de défendre les droits des chômeurs. Tout le temps. Et je pense que c'est au début des années 70, 72, si je ne me trompe pas, tu as le mouvement Action Chômage de Montréal qui va se créer. Okay. Tu as en 74 Action Chômage de Québec. Alors ça, c'est les deux pôles. Et qui défendent le monde. Et qui mènent des batailles collectives aussi pour le changement des lois, des meilleures protections sociales, les deux. Et vers la fin des années 70, c'est un gouvernement, c'est le gouvernement Trudeau,
Il est revenu au pouvoir, là. Trudeau 1, papa. Et on connaît certains reculs au niveau de l'assurance chômage. Ça s'appelle l'assurance chômage. Mais pas des reculs, tu sais, c'est pas grave comme ce qui va se passer dans les années 90. Mais certains reculs. Et dans cette foulée-là, il y a des mobilisations citoyennes. Et c'est nous, en Abitibi, mais Charlevoix, partout, tu as beaucoup de groupes de chômeurs, chômeuses qui vont se mettre sur pied à l'époque, à la fin des années 70, début 80. Et comme il y a une crise, et par exemple, les centrales syndicales, mais ça l'appelle la CSN à l'époque, nous interpellent pour participer à ce qui va s'appeler la Grande Marche pour l'emploi, 82-83, qui va incorporer les grandes centrales syndicales, les groupes de chômeurs comme nous autres. Et dans cette foulée-là aussi, il y a un nombre considérable de groupes qui vont se mettre sur pied. Je calcule que autour de la Grande Marche pour l'emploi, on pouvait dénombrer à peu près une quarantaine de groupes de chômeurs, chômeuses sur le territoire québécois. Ce qui n'existait pas dans le reste du Canada. Et qui vivaient avec à peu près rien de financement. Sauf ceux qui avaient le bonheur, comme Québec et Montréal, d'avoir Centraide. Okay. Mais c'était sur des activités de financement qu'on organisait. Nous autres, on organisait des shows. Nous autres, à Rouen, on organisait un show avec Richard Desjardins puis le groupe Abitibi. On a rempli le Canadian Corps, 800 personnes dans une salle qui vont en contenir peut-être 500. S'il faisait chaud, c'était un hostie de beau show. C'était 5 piastres pour rentrer. La bière, elle se vendait 2 piastres. On séparait les profits avec Abitibi. On a fait quelques milliers de dollars. Et surtout, imagine, 800 personnes à Rouyn-Noranda dans une salle pour fêter le regroupement des chômeurs, puis etc., puis avec les artistes de la région. C'est que c'était un mouvement, là. Oui. On essayait. Ouais. On essayait. Mais il y avait une sensibilité, là. Les conditions économiques faisaient que les gens étaient sensibles à la problématique, sans doute. Là, oui, je te dirais que c'est une époque où ce qu'on appelle à l'époque le mouvement populaire est très présent. Ouais. Très présent probablement à Montréal. Moi, je viens d'une réalité régionale, puis je sais qu'en Abitibi, puis dans d'autres régions aussi, c'était très présent, très enraciné. Toute la bataille qui s'est menée dans les années 70 pour la défense de ce qu'on appelait à l'époque les paroisses marginales, parce qu'ils voulaient fermer les villages, pas cher des villages, n'est-ce pas? Ouais. Et les accidentés du travail autour de Jacques Bété à Rouyn-Noranda, ils se faisaient des assemblées, il y avait du monde. Moi, j'étais un petit jeune, je me souviens de 16-17 ans, puis je vois, puis je participe à des trucs où on va organiser des colloques du mouvement populaire où tu as 150 délégués qui viennent de partout, entre autres de Guyane, de Petite-Russie, mais qui viennent de partout de l'Abitibi-Témiscamingue, qui travaillent sur toutes sortes de champs d'intervention et qui vont coordonner une réflexion et une action ensemble. À l'époque, c'est très présent, c'est très terrain, ces affaires-là. Alors moi, je viens de là. J'ai été formé par ces gens-là. Ouais, oui, j'imagine, ça conscientise. Et ma passion, elle vient de là. et on la sent, là. Mais qu'est-ce qui explique? Vous avez mentionné, on n'avait pas ça dans le reste du Canada. Comment ça? Les conditions économiques étaient similaires, ou en tout cas, peut-être pas homogènes, mais semblables. Qu'est-ce qui allume la flamme ici, comparativement à l'éteindre, peut-être, ailleurs? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce minimum d'aide financière qui est venu, par exemple, du ministère de l'Éducation à partir des années 70 pour l'éducation populaire, nous a aidé un temps soit peu à nous structurer. Et ce qui va mener beaucoup plus tard, dans les années 90, c'est Jacques Parizeau qui va mettre en place une politique de financement de l'action communautaire qui s'appelle le SAQET, Secrétariat à l'action communautaire. Et il y a une politique d'État au Québec. C'est la seule, à ma connaissance, en Amérique, qu'on parte du Nord et qu'on se rende jusqu'à la Terre de Feu, où il y a un gouvernement qui finance l'action communautaire, c'est-à-dire les chialeux, les fatigants, ceux qui organisent des manifestations, des occupations, puis toute la patente. L'État les soutient. L'État nous soutient financièrement. Et c'est sur une base aussi de reconnaissance de l'autonomie. En tout cas, il y a tout un débat autour de ça, bien sûr. Mais il y a eu ce minimum qui va se structurer à partir des années 70 et qui va nous aider. Tu as le soutien des syndicats, la participation, etc. C'est ce qui va aider à tout ce réseautage des associations, je pense, qu'on appelle à l'époque populaire, aujourd'hui communautaire, action sociale, toute la patente. Il y a à peu près pas d'équivalent des groupes de chômeurs dans le reste du Canada. À ma connaissance, il y a une couple de groupes dans les prairies, beaucoup aidés par des centrales syndicales comme Unifor. Ouais. Et sans le soutien d'Unifor, ça n'existerait pas. Okay. Et parfois, c'est aussi toute l'approche un peu, je sais pas, à travers les églises, prêcher, je sais pas comment on pourrait dire, la charité, voilà. Il y a tout un discours charitable du côté du Canada anglais. Mais c'est arrivé de me retrouver dans des commissions parlementaires où il y avait du monde
mettons, social communautaire du Canada anglais, puis nous autres, tout on a un discours beaucoup plus politique, je trouve. Et de ce côté-là, au Canada, ceux qui, en tout cas, représentaient ces associations-là étaient plus rattachés à un vieux discours, qui est quand même un vieux discours de charité. La charité, c'est le 19e, puis une partie du 20e siècle. On est rendu ailleurs. Mais qui politisait moins le débat. Ça, c'est dit en toute... voilà. Et c'est anecdotique, ce que vous me dites, mais c'est présent. C'est présent. C'est présent. Et il y a vraiment un mouvement communautaire, on l'appelle comme ça aujourd'hui, qui s'est structuré et qui est très présent, qui est très solide partout dans les régions, etc. Mais qui a aussi ses racines dans ce que j'évoquais tantôt, ce mouvement des activistes des années 70, qui était très présent en région, à Montréal, partout sur l'ensemble du territoire québécois. Et on vient de là. D'une certaine façon, on vient de là. Comme eux-mêmes, peut-être, si on parle des chômeurs, venaient d'une autre époque. C'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations dans les années 30. Les groupes de chômeurs, il y a 2 époques au Québec où ça existe. Dans les années 30. Pendant la crise. Pendant la crise. Et ça va se structurer, ça, à travers le Canada. Parce qu'à l'époque, tu as un gouvernement conservateur, extrêmement réactionnaire, celui de Bennett, qui va prendre le pouvoir en 1930, conserver le pouvoir jusqu'en 1935, va se faire élire au moment de la crise en disant « Moi, je vais en faire de la job ». Et prendre le pouvoir, et faire de la job, c'est des camps de travail. Alors, je ne sais pas où il est allé chercher son inspiration, camp de travail, mais il va mettre sur pied des camps de travail qui sont sous la juridiction de la Défense nationale. Il y en a ici au Québec. Et on va prendre les jeunes hommes célibataires de moins de 30 ans, désœuvrés, chômeurs, puis on les parque dans des camps de travail où là, il y a une forme de travail obligatoire, de travaux à construire des routes, des ponts, des machins, des je sais pas trop quoi, mal nourris. C'est les camps à 20 cents qu'on appelle. Ils sont payés 20 cents par jour. Ça, mon grand-père m'en a parlé, parce que cette époque-là est extrêmement dure. Et les gens, la population l'a vécu très durement. Mon grand-père me parlait de cette époque-là avec beaucoup d'émotion, parce que ça le ramenait à des souvenirs qui n'étaient pas le fun, comment nourrir sa famille, etc. Mais il y a jusqu'à peu près 175 200 jeunes hommes qui ont été enfermés dans ces camps de travail-là, qui ont été abolis par Mackenzie King quand il revient au pouvoir à la fin 35. Puis au début 36, on ferme les camps de travail. Et là, on va parler social. On va parler d'une loi d'assurance chômage. Et les mouvements de chômeurs se sont organisés coast to coast au Canada. Je dirais, avec une participation importante du Parti communiste du Canada, parce qu'à l'époque, ça veut dire quelque chose. C'est pas quelque chose qui fait un congrès dans une Volkswagen. C'est très important. Ouais. Ils sont très présents dans le monde minier, très importants dans le monde forestier. Le Parti communiste va mettre sa propre centrale syndicale sur pied en 1929, la Ligue d'unité ouvrière. Et ils ont des pendants de groupes de chômeurs. Donc, partout au Canada, et ce qu'on a appelé la marche des chômeurs en 1935, c'est une grève déclenchée dans un camp dans le nord du BC, un activiste qui s'appelle Arthur Evans, et qui va déclencher un mouvement à travers le Canada. Ici, au Québec, on a des groupes de chômeurs qui s'appellent l'Assemblée des chômeurs, Ligue des chômeurs, et qui va fédérer dans une ligue des sans-travail qui revendique 45 000 membres. Ça, c'est les années 30. Et avec, je pense, une participation importante du Parti communiste là-dedans, dans l'organisation de ça. On parle de 45 000 membres ici au Québec. Au Québec. Au Québec. Et qui vont participer à la marche des chômeurs. C'est-à-dire quand ils vont se faire casser, parce que la marche des chômeurs à partir de Vancouver va se faire casser à Regina, dans la violence. Mais ceux du Québec, eux, vont, après la gang, parce que là, on n'est pas avec les Internet, les cellulaires, puis les WhatsApp, il n'y a pas ça, là. Alors, mais ils finissent par apprendre, mais ils partent, eux autres. Puis on essaie de les arrêter en traversant le pont, ici, à Montréal, puis il y a eu des blessés, puis tu sais, ils ont réussi à se rendre jusqu'à Ottawa. Et moi, j'ai connu une de ces personnes qui avait fait la marche de 35, qui était partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'appelait Cyrus Dufour, qu'on avait invité à la Grande Marche pour l'emploi en 83. Cyrus il jouait de l'harmonica comme un diable, et il était bien sûr assez âgé au début des années 80, mais on l'a invité, puis il est venu nous raconter cette histoire-là. Cette époque-là. Et cette époque-là, et la réalité qui l'environnait, c'est-à-dire la grave crise économique du début des années 80, le ramenait à ces souvenirs-là. C'était assez semblable. C'était pire dans les années 30. Ouais, parce que là, on avait vraiment, des 15% de taux de chômage officiel au Québec et dans les régions, c'était énorme.
Oui, c'est l'époque où on avait coupé, même au gouvernement du Québec, on avait coupé 20 000 emplois ou quelque chose comme ça. Ben voilà, ça c'est la réponse du... Oui, ben, ça c'est tout un débat parce que Jacques Parizeau, ça a l'air qu'il était contre ça. Ah. Mais c'est Lucien Bouchard, qui était le négociateur en chef du gouvernement du Québec pour les négociations du secteur public parapublic. Et lui a proposé ce projet-là de couper 20 de salaire pendant tant de temps. Ouais. Et finalement, ça a passé au Conseil des ministres contre l'avis du ministre des Finances, etc. C'était pas très social-démocrate, on va dire. Ben, il y a des gens qui étaient profs à l'époque. Ma mère, qui a aujourd'hui 89 ans, s'en souvient encore. OK, ouais. Je veux dire, ça... Non, sur le cœur. Oui, ouais. ça marque. Bon, revenons au regroupement des chômeurs et chômeuses. Est-ce qu'il y avait des dossiers, on en a parlé un peu, mais est-ce qu'il y avait des dossiers particuliers à cette époque-là, outre le fait qu'on était en crise économique, tout ça, est-ce qu'il y avait une dynamique qui était différente que ce qu'on a peut-être connu plus tard? Ben, moi, je dirais que c'est le même genre de dossier, parce que quand tu défends les gens, tu défends les droits du monde au niveau de la loi. Ouais. Ben, par exemple, quelqu'un qui quitte son emploi pour telle raison, quelqu'un qui est congédié pour telle raison, quelqu'un qu'on dit non disponible au travail pour telle raison, c'est la même mécanique qui s'impose avec l'application de la loi. Alors, les dossiers que j'ai défendus au début des années 80, par exemple, je raconte cette histoire-là dans le livre que j'ai écrit, c'est le dynamiteur qui ne savait pas écrire. Le dynamiteur, un vrai dynamiteur, un petit monsieur, tout maigre, puis sa vie dans la vie, son métier, c'est de dynamiter. Il dynamitait dans les mines, il est engagé. Feu, là, un vrai, et qui n'a pas appris ça à l'école. Ouais. Puis le bonhomme, lui, les mines, puis encore aujourd'hui, il y a des affaires de même, mais tu sais, au gré de « Ah, on ouvre la mine, on fait de l'argent, on ferme, on s'en va, puis etc. » Puis à un moment donné, il s'est retrouvé à travailler dans des conditions extrêmement dangereuses, avec du mauvais matériel, dans des conditions extrêmement dangereuses. Il en a parlé au boss, puis le boss voulait rien savoir. Le boss voulait juste remplir ses poches d'argent, puis c'est bon. Et il a démissionné. Alors bon, il a démissionné, fait que là, à l'époque, la sanction, c'était un maximum de 6 semaines de prestations qu'on t'enlevait. Aujourd'hui, tu es exclu complètement. Alors, faut que tu démontres, devant la commission ou devant les tribunaux administratifs, que tu avais raison, au sens de la loi, de quitter cet emploi. Parce qu'il y avait un risque, parce qu'il y avait... Risque, puis tu as utilisé tous les recours possibles à ta portée, etc. Puis le bonhomme, il vient me voir, me raconte son histoire, puis tout, il faut faire signer des papiers parce que il doit m'autoriser à le représenter. Il savait pas écrire, il savait pas signer. Il était analphabète, complètement analphabète, mais il connaissait son métier. Ouais. Il savait qu'on pouvait le défendre. Bon, on l'a défendu, puis la fonctionnaire qui avait rendu la décision contre lui était là au conseil arbitral, au tribunal administratif, pour représenter le point de vue. On l'a gagné. C'est le même genre de dossier aujourd'hui. Puis je dirais qu'aujourd'hui, ils sont pires. Pourquoi? Parce que les sanctions sont pires. Les paramètres ont changé dans le fond. Ils ont les mêmes empiré. problématiques. Les mêmes problématiques. On a bougé. Les mêmes problématiques. Et la commission analyse toujours les dossiers, les situations des gens avec la même suspicion, avec la même idée que les gens cherchent à profiter du système. Coupable avant même d'avoir parlé. Tout à fait. Tout à fait. Avec des enquêteurs qui te font dire ce qu'il faut pas dire, puis qui te terrorisent ou qui te sortent le plat de bonbons en disant « je suis là pour vous aider, on va jaser ». Là, tu rentres en confiance, puis tu dis des choses qu'il faudrait pas que tu dises. Par exemple, que tu t'occupes de ta fille qui est handicapée. Ah, ben là, elle n'est pas disponible au travail. Madame s'occupe de son enfant qui est handicapé. C'est une histoire que vous avez racontée. C'est une histoire là-dedans. Okay. Les histoires n'ont pas changé. C'est juste que les sanctions aujourd'hui sont pires qu'à l'époque, à cause de ce qu'ils ont fait dans les années 90, puis c'est resté. À côté du cas à cas, personne par personne, individu par individu, il y a tout le temps eu cette volonté politique de mener de l'action collective, des batailles collectives pour changer les lois, faire en sorte qu'il y ait plus de meilleure protection pour le monde du travail, parce qu'on revient toujours à ça. C'est le monde du travail. Les accidentés du travail, c'est pas un monde à part. Les accidentés du travail, c'est du monde qui travaillait puis qui ont eu une maladie industrielle ou un accident de travail. Puis tu as une loi sur les accidents de travail et les maladies industrielles pour protéger, en tout cas normalement, les gens. Et bien sûr, là aussi, il y a des batailles à mener pour assurer des meilleures protections. Mais le chômage, on parle de ces mêmes réalités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, un moment donné, pour quelque raison que ce soit, perdre leur emploi et ils doivent. Moi, c'est mon point de vue. Il doit y avoir un revenu de remplacement. Parce que le revenu de remplacement assure que tu payes tes factures, que tu puisses t'occuper de ta gang, ton monde, les gens proches de toi, puis si t'es célibataire, t'as un loyer à payer, puis etc. Mais le revenu de remplacement, dans le monde du travail, est important.
Oui, parce que sinon, on aboutit là où on veut pas les gens. C'est la démarche. C'est un jeu de domino. C'est-à-dire, à partir du moment que tu perds ta job, déjà là, il y a une insécurité parce qu'on module puis on organise notre vie avec une paye qui rentre à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis là, ça fait des années que tu travailles à une place, tu t'habitues, puis tu vis avec ça, puis tu sais que ton hypothèque ou ton loyer, puis l'épicerie, etc., tu t'organises avec ça. Tu perds ta job. Puis là, mettons que ça s'est mal passé parce que le supplice de la goutte, il n'est pas pire dans le monde du travail. Tu vas endurer souvent longtemps avant de dire « j'en peux plus ». Puis quand tu arrives là, des fois, tu es en 1000 morceaux. Puis là, ça va prendre des semaines puis des semaines qui t'enquêtent puis qui te bardassent parce que l'enquêteur, souvent, il bardasse le monde. Puis c'est tough. Puis là, il rend une décision. Là, on est rendu 2-3 mois après que tu aies perdu ta job puis tu es sans revenu. Il rend une décision qui dit exclu parce que. Raison, Et là, tu as 30 jours pour contester. Fait que là, il faut que tu reprennes tes esprits. Puis il faut que tu ailles chercher des ressources ou bien que tu contestes par toi-même. Mais tu viens de passer bien des mois sans revenu. Puis si tu finis par gagner, parce que tu vas finir par gagner, mais il va falloir que tu contestes. Ça va te prendre encore 4, 5, 6 semaines avant de passer devant un tribunal administratif ou en révision. Et après ça, ben, si tu as gagné encore du temps. C'est un long parcours et c'est extrêmement insécurisant, puis c'est extrêmement difficile de se ramasser sans revenu. Et là, il y a un effet domino. Parce que, allons vers un exemple encore pire. Tu atteins d'un cancer. Ouais. Tu as une maladie grave. La seule affaire qu'on te donne au chômage, c'est 15 semaines. À ce temps, c'est 26 semaines, puis tu n'as pas d'assurance collective, puis tu n'as pas, comme la majorité du monde, on n'a pas d'assurance collective. Et là, il se passe quoi après? Ah ben là, il se passe que... Puis là, ils vont te refuser les prestations régulières. Fait que là, ben il se passe qu'il va falloir que tu piges dans tes revenus. Puis si t'en as, des revenus dans le sens de si t'as quelques coussins, de réa, des patentes de même, il va falloir que tu piges là-dedans. Puis des fois, ils te refusent les prestations maladie parce qu'il y a toutes sortes de considérants dans cette loi fort complexe. Et là, ça devient tough. Puis t'as plus l'énergie pour te battre. Non. Parce que t'es atteint par une maladie grave, toutes tes énergies vont à combattre cette maladie grave-là. Alors là, il y a Puis si tu as le malheur d'être un petit peu tout seul dans la vie, de ne pas être entouré par une gang de monde, de support, que ce soit de famille ou d'amis, ça peut devenir très grave. C'est la détresse, là. Ce que vous me dites, c'est qu'au quotidien, quand vous côtoyez, quand vous essayez de défendre les chômeurs, les chômeuses, c'est la détresse que vous... Beaucoup. Pas tout le temps, c'est pas systématique, mais si c'est pas à chaque jour, à chaque semaine, c'est sûr qu'il y a des cas de détresse et de grande détresse. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens... voilà. On parlait du regroupement des chômeurs et chômeuses. Un peu plus tard, vous êtes coordonnateur du comité chômage de Montréal. Je pense que ça origine dans le sud-ouest de Montréal. On reste dans la même dynamique. Tout le temps. Si les temps ont changé, des choses changent en cours de route? Ou on est rendu en... Non, c'est-à-dire que mettre sur pied ce groupe de chômeurs-là au début des années 80 à Rwanda, ou venir reprendre ce qui était à Montréal, qui s'appelle à l'époque, puis qui est dans le sud-ouest de Montréal, dans les quartiers Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, le comité chômage du sud-ouest de Montréal, c'est les mêmes dynamiques, très pauvres, comme groupe. Moi, quand je débarque là, c'est mon ami Rock qui m'appelle, venir reprendre le comité chômage, il y a à peu près pas de budget, il y a pas... Faut tout monter l'organisation. On a une chance, c'est que ça a été créé par les services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne à l'époque, et qui nous prêtent des locaux gratuitement et des services, l'accès aux photocopies, etc. Fait que ça, c'est vraiment très, très bien. Mais c'est la même dynamique, c'est-à-dire défendre les gens un par un, et à côté de ça, mener des batailles collectives pour que les protections soient améliorées, que les choses changent. On s'approche des années 90. On a parlé justement des changements au programme d'assurance chômage dans ces années-là, changement des conditions. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Ça a été réfléchi à partir des années 80. Sous Trudeau, il va y avoir une commission. Et en 84, Brian Mulroney, le Parti progressiste conservateur qui arrive au pouvoir et qui assez rapidement va mettre en place une commission d'enquête sur l'assurance-emploi qu'on a appelée la commission Forgette. Claude Forgette. Claude Forgette qui a été ministre sous Bourassa dans les années 70, libéral, toute la patente, et qui va mener une grande étude, puis des grandes consultations un peu partout, et qui va arriver donc à sa conclusion, ses idées, son rapport, le rapport Forgette.
qui, sous couvert parfois de chercher à améliorer certaines choses, par exemple le taux de prestation, le pourcentage de remplacement du salaire, des trucs comme ça, va surtout proposer une réorganisation puis une nouvelle formule de fonds du programme d'assurance chômage. Donc, plus calculé sur les semaines de travail, mais sur les heures de travail. Une façon de calculer le taux de prestation, puis sans rentrer dans les détails, mais qui fera en sorte que ceux qu'on appelle les fréquents, etc., les précaires, ceux qui travaillent pas à l'année, seraient durement affectés dans la prestation qu'on leur verserait. Il va soumettre son rapport, qui va être officiellement tabletté. On se dit, bon, ouf, on l'a échappé belle. Mais arrivent les années 90, et là, c'est sous, encore une fois, Mulroney. On a une réforme en 90, on a une autre en 93. Ils vont largement s'inspirer des éléments du rapport Forget. En 90, pour affecter le taux de prestation, c'est là d'ailleurs que l'État, qui participait au financement du programme d'assurance chômage, selon des formules qui ont différé dans le temps, mais participait. C'était un financement tripartite, c'est-à-dire la cotisation du travailleur, la cotisation de l'employeur, la participation de l'État. En 90, Mulroney retire l'État du financement de la Caisse d'assurance chômage. Et à partir de cette année-là, ce n'est financé que par les cotisations des travailleurs et des employeurs. Alors, bien sûr, la Caisse, qui était en surplus de 2 milliards à l'époque, va commencer à faire des déficits. Il n'y a plus de caisse indépendante. Il va incorporer le budget, on parle de milliards de dollars, de l'assurance chômage au budget général, au Trésor canadien. Ça devient une colonne de chiffres qui s'ajuste. Ce que ça a comme impact, ça, c'est... Paul Martin va le comprendre assez rapidement. Parce que là, les libéraux qui, eux... puis en 93, avant de perdre le pouvoir, c'est là qu'il va imposer les pires sanctions sur les questions de raison de fin d'emploi, ce qu'on appelle le départ volontaire, le congédiement inconduit, tous ces machins-là. Alors qu'avant, la sanction qui était de 1 à 6 semaines, qui était passée sous Mulroney de 7 à 12, devient l'exclusion complète. Alors, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et là, encore aujourd'hui, on vit sous cette coupe. Et il y a à peu près, je te dirais, c'est des chiffres officiels, entre 25 et 30 des demandes de prestataires qui sont refusées à cause de ça. Alors, c'est une économie d'échelle extraordinaire, parce que pendant ce temps-là, le monde dans qui travaille, il paye des cotisations. Et Paul Martin comprend la patente. Et eux qui sont dans l'opposition puis qui promettent de mettre fin aux contre-réformes des conservateurs, mais ils vont pousser la logique encore plus loin une fois arrivés au pouvoir. En 94, c'est eux qui vont réduire le taux de prestation, le taux de remplacement. Déjà, les conservateurs l'avaient diminué à 57 sous Paul Martin, Jean Chrétien, on va le diminuer à 55 Petite mesure en passant en 94, mais on arrive en 96, ce qu'on a appelé la réforme Ax-Forte. Ax-Forte va s'attaquer au programme d'assurance chômage, mais il va s'attaquer de façon globale au transfert fédéral provincial sur la santé, sur l'éducation, sur plein de patentes. Mais là, le programme d'assurance chômage, on va le remodeler complètement d'un bout à l'autre et en se fondant beaucoup sur les recommandations du fameux rapport Forget de 1985-86. Et là... Finalement, il n'est pas resté sur des tablettes. Il n'a pas été... C'était... OK, on s'en est servi. On s'en est vraiment, vraiment servi. Même s'il y a eu certaines améliorations après 2015, mais on vit toujours sous la coupe de ce remodelage qui a eu lieu dans les années 90, où on a beaucoup fermé la porte de l'assurance chômage, devenue assurance emploi. Si la couverture, à l'époque, avant ces réformes-là, protégeait à peu près 80% de la population active, c'est-à-dire active dans le sens travail salarié, on s'est tombé à 40%. C'est tombé à 40%. Mais qu'est-ce qu'on a changé? Les conditions d'admission? On a upgradé le temps de travail nécessaire pour se qualifier. Ça, c'est la première chose. Donc, en partant, ceux qui ont de la misère à cumuler le temps de travail nécessaire pour se qualifier, on les a éjectés. Ceux qui revenaient... Les temps partiels. 20% de la population active travaille à temps partiel. 20% de la population active. Et les 2 tiers sont des femmes. Et donc... C'est presque ciblé, on dirait. Oui. Comme la réforme Harper qui ont imposé en 2012-2013 ciblait presque nommément les saisonniers.
C'est-à-dire qu'eux savaient, ils disent pas dans le cas de quand on va augmenter le temps de travail nécessaire pour se qualifier, mais c'est parce que les autres, ils ont des armées de gens qui d'actuels, puis ça calcule, puis ils savent les conséquences, puis ils ont déjà tout évalué la patente, ils savent à qui ils ferment la porte. Et voilà. Ils savent l'impact que ça va avoir sur la caisse. Oui. Dans le fond. Ah ben oui, parce que là, comme tu imposes des coupures très majeures, ben, tu dépenses moins. Mais Paul Martin, c'était là son génie, c'est que lui va maintenir des taux de cotisation à un niveau très élevé. Parce qu'on va atteindre un taux de cotisation à 3,07, c'est-à-dire plus que 3 de ton salaire de cotisation ouvrière. L'employeur, lui, paye 140 de ce que paye le travailleur. Pour chaque pièce, lui, il en paye une pièce 40. Mais Paul Martin va maintenir les taux de cotisation à un niveau très élevé dans les années 90, tout en appliquant, puis les années 2000, tout en appliquant des coupures à un niveau massif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça dégage des surplus, mais il n'y a plus de caisse autonome. Par contre, la commission d'assurance-emploi, parce que l'assurance chômage est devenue assurance-emploi, tient quand même les livres internes. On sait que, bon... il est sorti temps. Par exemple, 2001, ça m'est resté marqué, 2001, pour toutes sortes de raisons, mais ils ont fait un surplus de 8 milliards de dollars cette année-là, avec la Caisse d'assurance chômage. Mais, officiellement, le discours politique, c'est, ben non, il n'y a pas de surplus parce que ça fait partie du budget général du gouvernement. Mais Paul Martin a réglé ses comptes à chaque année du temps qu'ils ont été au pouvoir, avec la Caisse d'assurance-emploi. Le déficit zéro, ça vient du surplus de l'assurance-emploi. Ah ben ça a été financé avec la Caisse d'assurance-emploi. La vérificatrice générale du Canada à l'époque, Sheila Fraser, qu'elle s'appelait, a dénoncé ces affaires-là. Elle disait, ça n'a plus de bon sens, vos affaires, là. Là, puis elle calculait. Ces fameux surplus de la Caisse, elle tenait le compte. Maintenant, on est rendu à 57 milliards de dollars de surplus de la Caisse. Sauf que, officiellement, il n'y avait pas de surplus parce que ça fait partie du budget général et c'était consacré à d'autres types de dépenses. Puis à un moment donné, il y a eu énormément de pression sur cette question-là. Quand les conservateurs reviennent au pouvoir, c'est-à-dire Stephen Harper revient au pouvoir, alors lui, il comprend cette pression-là. Alors, il y a une crise en 2008-2009. Une crise des subprimes qu'on a appelée. Exact. Harper, ça lui a pris du temps. Il y a eu des élections en 2008, puis il ne clutchait pas qu'il y avait une crise. Il niait qu'il y avait une crise. Mais il revient au pouvoir avec là, il y a vraiment des résultats. Il y a une crise. Et qu'est-ce qui se passe dans une crise? Ben, tu as plus de chômeurs, tu as moins de monde qui travaille. Si tu as plus de chômeurs, tu dépenses plus. Puis si tu as plus, puis tu as moins de cotisations qui rentrent. Fait que nécessairement, la Caisse rentre en déficit à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans un budget qui appelle les lois mammouth, les lois budgétaires qui font 800-900 pages, omnibus, qui touchent à des dizaines de lois, alors il va abolir la Caisse d'assurance-emploi. Elle s'appelle la Caisse d'assurance-emploi. Il va l'abolir, parce qu'elle existe, théoriquement, elle existe, la Caisse d'assurance-emploi. Il va l'abolir. Et ça, c'est documenté. On peut retrouver les projets de loi, on peut retrouver toute la patente. Et mettons qu'il l'abolit tel jour, 31 décembre à minuit, mais le lendemain, 1er janvier à minuit 1, il crée un nouveau compte, le compte des opérations de l'assurance-emploi, mais le cadran est remis à zéro. Alors, il y avait un surplus calculé par la vérificatrice générale du Canada qui était de 57 milliards de dollars au moment de l'abolition du compte de l'assurance-emploi. Et on va abolir ce compte-là. C'est vraiment niaiseux, finalement. Moi, j'aimerais ça que mon prêt hypothécaire, si ça calcule, fasse comme ça aussi. Mais ils l'ont aboli, puis on crée un nouveau compte qui partait à zéro. Parce que ils savaient qu'ils rentraient en crise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, eux ne voulaient pas, justement, qu'on aille piger dans ces surplus de la Caisse, parce que 57 milliards de surplus. On aurait pu faire on est correct. Alors, la Caisse est rentrée en déficit. À partir de 2009. Là, c'est un terrible poids. Ah ben là, c'est un terrible poids, c'est le déficit, etc. Le gouvernement doit prêter de l'argent à la Caisse ou à l'assurance-emploi qui se fait rembourser avec intérêt. Alors, c'est toute une histoire de comptable et d'actuaire. Moi, j'ai beaucoup, à l'époque, travaillé avec l'ex-actuaire en chef du programme d'assurance-emploi, Michel Bédard, qui a tout vu ça. Et lui, à l'interne, a commencé à dénoncer ces pratiques-là. Et à un moment donné, il est devenu très dérangeant. Lui-même pourrait probablement raconter sa propre histoire, mais il a été retraité. Et il s'est beaucoup engagé par la suite auprès de gens comme nous. Et il nous a aidé beaucoup à comprendre
comment fonctionnait le système, les mécanismes, le système, les opérations. Tu sais, le budget en ce moment de l'assurance-emploi, ça tourne autour de 20 milliards de dollars. Et la ministre qui est responsable de ça, elle gère un maudit gros budget. Et qui touche la vie de centaines de milliers de personnes. Mais quand on resserre tous les critères, quand on dit, on élimine ceux qui sont à temps partiel, on élimine les saisonniers, puis on descend finalement le nombre de gens qu'on aide, ces gens-là sont quand même, sont quand même dans la merde, là. Tu sais, ils ont plus de job, ils ont plus sont obligés d'accepter n'importe quoi comme job. Mais on transfère la responsabilité ailleurs, en fait. On va vers des employeurs véreux, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent en situation de précarité, où ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils vont accepter n'importe quoi comme job. Ouais. Et il y a des employeurs véreux qui en ont de la job à offrir, puis qui en profitent. Alors que si tu as une protection, si tu as un revenu de remplacement, à ce moment-là, tu peux prendre un certain nombre de semaines pour réfléchir à ton affaire, faire une recherche d'emploi dans ton secteur, dans ton expertise, parce que ça te tente de travailler. C'est normal, puis ça marche comme ça, puis on a le droit, d'envie de faire des affaires de même, puis pas d'accepter la première binerie qu'on va t'offrir. Quand Harper va imposer sa réforme 2012-2013, c'est ça qu'il veut, lui. Il s'attaque aux prestataires dits fréquents. Cette partie-là, c'est surtout les saisonniers. Ces saisonniers-là sont aux 2/3, on le disait tantôt, dans l'Est du Canada et par le Nord au Québec. Okay. Et dans les provinces maritimes. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut obliger les gens à se déplacer jusqu'à 100 km et plus de leur domicile pour se trouver une job. Fait que quand tu es en région, là, tu te ramasses sous. Alors, c'est toutes ces questions-là qui ont été soulevées, mais c'était aussi la précarisation. On voulait que ces gens-là cassent, puis qu'ils acceptent n'importe quoi, puis qu'ils quittent ce monde-là. Ce monde-là. Ça, c'est Harper 2012-2013. De votre côté, vous êtes rendu au Conseil national des chômeurs et chômeuses. On va créer en 2005. 2005, c'est ça. Ça, c'est un organisme un peu plus parapluie, là, si je ne me trompe pas. C'est un organisme parapluie de groupes de chômeurs qui existe à travers le Québec. OK. Et qui a été créé, donc, c'est ça, en 2005. Il existe deux organisations de groupes de chômeurs au Québec. T'as celui on avait participé à ses créations en 1998, qui s'appelle le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le MAS. Et il y a eu la création de cette deuxième organisation, le Conseil national des chômeurs et chômeuses, en 2005. Il y a cette diversité chez les groupes de chômeurs, ce qui ne nous empêche pas, depuis quelque temps, d'être capable manifestement de se parler, d'essayer de développer des stratégies en commun. Mais à l'époque, il y a eu des points de rupture, justement, sur cette idée qu'aussi petits soyons-nous, on est peut-être capable de mener des batailles puis d'installer un rapport de force avec le gouvernement pour amener des changements à la loi. Nous, on réclamait des batailles sur la réforme de l'assurance-emploi. Par exemple, en 2004, on va investir complètement le terrain électoral parce que la loi électorale fédérale est permissive. Okay. Contrairement à la loi électorale québécoise, la loi fédérale, elle est permissive dans le sens qu'elle permet à la société civile, associations étudiantes, syndicats, groupes communautaires, à un individu d'intervenir dans une campagne électorale en faisant de la publicité électorale, mais on t'appelle tiers, pas tiers parti, tiers. Okay. C'est nommé comme ça dans la loi électorale fédérale, et ça permet à des associations comme nous et donc de débarquer dans une campagne électorale et t'es paramétré parce que tu as des devoirs, tu dois rendre des comptes, t'es paramétré par, t'es topé au niveau de tes dépenses. Mais beaucoup d'argent, on dépensait 20-30 000 $, puis on pouvait en dépenser jusqu'à 100 000, aujourd'hui 150 000. On n'avait pas les moyens pour se rendre jusque-là. Mais on est débarqué. Et en 2004, quand on comprend cette loi-là, et c'est en parlant avec des députés du Bloc québécois, puis après ça du NPD, qu'on finit par comprendre que peut-être un espace là, ça fait pas valoir des points, tout à fait, des sujets sur la table. Dans une campagne électorale. Ouais. Et ça fait pas partie de notre culture ici au Québec de participer à ça. Au Canada anglais, oui. Alors, parce que faut t'inscrire, puis il y a des papiers, ouais, etc. On s'aperçoit qu'au Canada anglais, à l'époque, il y a beaucoup d'associations étudiantes, de syndicats, puis de toutes sortes de patentes qui s'inscrivent pour participer au débat politique, au débat public. Okay. Au Québec, beaucoup moins. Alors, quand nous, on voit que cet espace-là, on parle avec les centrales syndicales, on parle avec plein de mouvements, et je me souviens, à l'époque, il y a des contentieux, des avocats syndicaux qui disent « Non, on peut pas faire ça, on va se faire poursuivre. » Puis ils ont peur. Puis ils recommandent à leur chef politique de pas embarquer là-dedans. On a la chance d'avoir eu à cette époque-là des chefs politiques qui étaient audacieux,
Et Roger Valois, la CSN, en était un, puis lui connaissait son dossier de l'assurance chômage. On a débarqué, puis on a fait la campagne, ben, c'est appelé « Qui a volé l'argent des chômeurs ?» Et on a installé, je ne sais plus combien de milliers de pancartes partout à travers le Québec, plus à la Côte-Nord, en Gaspésie, en Abitibi, partout. Alors, les libéraux, je rencontrais parfois d'ex-députés, ils ont eu de la difficulté en 2004, puis ils l'ont perdu en 2006, les libéraux. Des fois, on se ramassait dans une assemblée, je ne sais pas trop où, et qui nous en voulaient. Et je me souviens, entre autres, d'une ex-députée qui me disait « C'est à cause de vous autres qu'on a perdu. » Mais c'est parce qu'on débarquait sur la base du vol de la Caisse d'assurance-emploi, mais dans un contexte aussi du scandale des commandites. Alors, on a utilisé cette conjoncture-là, qui a volé l'argent des chômeurs, et on a commencé. Et depuis ce temps-là, le Conseil national des chômeurs-chômeuses a participé à toutes les campagnes électorales, avec sa publicité électorale. Fédérale. 4, 6, 8, 11, 15, 19, 21, c'est celle de l'année dernière, 25. On a développé une expertise à ce niveau-là, mais on ne fait pas juste ça. On a participé à plein de campagnes de mobilisation et avec cette idée, créons un rapport de force avec le gouvernement et pour favoriser les changements de l'assurance chômage. Mais ça n'empêche pas Harper de faire ses réformes. On a gagné la bataille de l'opinion publique en 2012-2013 et je pense que s'il perd le pouvoir en 2015, la question de l'assurance chômage est extrêmement sensible dans les maritimes, puis au Québec, est un facteur important. Dans les maritimes, écoute, il n'y a pas un député conservateur qui a été élu en 2015. Il y a une raison. Et au Québec, la question de l'assurance-emploi, puis des coupures, puis comment s'en prendre au monde. Moi, on a fait des assemblées populaires partout au Québec à cette époque-là, pendant sa réforme de 2012-2013. Et là, c'était aussi des employeurs de l'industrie saisonnière qui venaient dans nos assemblées et qui parlaient avec beaucoup d'émotion. La crainte qu'ils avaient de perdre leurs travailleurs. Puis les travailleurs de perdre leur droit à l'assurance chômage. C'était des assemblées très, très émotives. Et le monde au Nouveau-Brunswick, en Acadie, puis ailleurs aussi, se sont énormément mobilisés parce qu'ils venaient s'attaquer au monde. Ouais. Et c'était, on se rappelle, ce gouvernement-là, il pouvait être méchant, être assez très adroit, très réactionnaire. Mais il y a eu une mobilisation, puis je pense que le facteur assurance chômage, on a gagné la bataille de l'opinion publique en 2012-2013 contre Harper. Comme on a gagné, quand on a mené une campagne un moment donné avec une fonctionnaire de l'assurance chômage qui était enquêtrice, Sylvie Terrien. Sylvie, ça se passe à peu près à cette époque-là, 2012-2013. Elle m'appelle un matin, elle est fonctionnaire à l'assurance chômage, elle m'appelle un matin, lundi matin, très tôt, je rentrais à 8 heures au bureau, et elle me dit, je suis plus capable. Je suis fonctionnaire à l'assurance chômage, j'enquête, on fait du couplage de données, on enquête, on a des quotas. Le système des quotas. Les fameux quotas à l'assurance chômage, mais qui existent aussi dans d'autres patentes. Et elle commence à me raconter tout ça, puis elle veut dénoncer. Mais plus qu'elle parle, plus que je comprends que t'es à Vancouver. Puis elle dit, moi, je dors plus. Fait que là, moi, s'il est 8 heures, elle, il est 5 heures du matin. D'accord, OK. Puis là, je dis, écoutez, madame, c'est dangereux, là. Moi, je serais juste content, là, parce que on embarque dans quelque chose de très gros. Je peux vous mettre en contact avec des journalistes, mais prenez le temps d'y réfléchir. Parce que si vous le faites, ils vont vous chercher. Ouais. Ben, il a réfléchi, puis elle a voulu le faire, puis elle l'a fait. De protection des lanceurs d'alerte, là, on avait peut-être pas ça à l'époque. Elle a été une lanceuse d'alerte. Ouais. Et elle décide puis je la mets en contact avec un journaliste du Devoir, on va faire de la une pendant je sais pas combien de temps avec cette affaire-là, parce qu'elle sort les documents qui prouvent, noir sur blanc, le système des quotas. Par province, par région, par bureau de chômage. Ils ont des réunions d'équipe. Hey, gang, 31 mars s'en vient, il nous reste encore 150 000 $ à aller chercher. Puis, on s'attaque au monde le plus mal pogné. Qui sont pas capables de se défendre. Qui sont pas capables de se défendre. Beaucoup, ce qu'elle disait, puis ça l'affectait beaucoup parce qu'elle avait des origines, entre autres, autochtones. On s'attaque beaucoup au monde autochtone. On s'attaquait beaucoup, je sais pas si c'est aujourd'hui, on s'attaquait beaucoup au monde autochtone, beaucoup au monde saisonnier, beaucoup aux plus démunis. Et puis elle, ça la révoltait. Puis voilà, en fait là, ils ont mené une chasse aux sorcières à l'intérieur des bureaux de chômage, puis ils l'ont retrouvée, Sylvie. Parce que c'était des déclarations anonymes. Là. Ah, c'était anonyme. Elle a sorti des documents par le side, puis à un moment donné, ils ont fait une chasse coast to coast au Canada pour trouver d'où ça venait. Qui peut avoir fait ça? Puis ils l'ont trouvé. Nous, à cette époque-là, faire une histoire courte, quand ils l'ont trouvé, quand ils l'ont congédié, etc., nous, on a lancé une grande campagne de mobilisation pour soutenir Mme Terrien. Et ça coût de publicité dans le journal Le Devoir, etc., on a ramassé 50 000 $.
Parce que les gens, pour sa défense, pour elle, parce que là, elle se retrouvait plus de job, pas de chômage, parce qu'il refusait son chômage, congédié pour inconduite. On recevait des dons, c'est comme dans les films. À chaque jour, le facteur venait nous porter des lettres, il y en avait 7 épais. Puis dans chaque enveloppe, le monde écrivait un petit mot, un témoignage, un petit mot de solidarité, de l'argent, un chèque. On a ramassé 50 000 $. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai arrêté ça, puis je trouvais que ça devenait trop une affaire d'argent. Puis je pense que j'ai eu tort, parce que l'argent parlait. Puis là, c'est le peuple qui parlait. Ouais. Puis ça, ils l'ont compris parce que Jason Kenney, le ministre responsable de l'assurance-emploi, il a dénoncé en chambre Sylvie Terrien. Parce que ça leur faisait mal. Parce qu'on mettait sa place publique. Alors, c'est ça qu'on faisait, nous autres. Quand je parle d'inscrire un rapport de force avec le gouvernement pour montrer le genre de comportement qu'il y avait à l'égard, les dommages qu'il faisait. Oui. Puis là, vous parlez c'est l'humain. C'est beaucoup ça qui vous anime, je pense. Puis je pense que dans votre livre, votre dernier livre, La tête de l'emploi, c'est ça que vous ramenez. Ouais. Les histoires humaines autour du chômage. Ouais, c'est mon bilan. Ouais. Ouais. On a travaillé le plus fort qu'on a pu, tout le temps aussi en coalition. J'évoquais les campagnes électorales, on s'est appelé les Sans-Chemises, la coalition des Sans-Chemises. C'était une initiative de coalition partie dans la région de Charlevoix autour d'une bataille au début des années 2000. On disait que les grandes centrales syndicales, FTQ, CSN, CSQ. Et on menait ces batailles-là en coalition. Comme on a mené la bataille parfois avec d'autres associations, parfois avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec. On a mené une campagne, je pense que c'est celle de 2021, avec comme représentant le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard à l'époque. Et on était en coalition. Comme on a essayé d'ouvrir vers le monde du travail autonome, celui de la culture, et là, on essayait de les attirer, la Guilde des musiciens, le théâtre, etc., l'Union des artistes. Parce que au début des années 2020, avec cette crise sanitaire qu'il va y avoir, et l'espèce de shutdown qu'il y a eu dans le monde du travail, puis l'assurance chômage a fait un méchant shutdown, ça marchait plus. Il n'y a plus rien qui marchait. Au mois de 13 mars 2020, il y a un immense shutdown. Les gens perdent leur job par millions. Ouais. C'est comme la crise des années 30. Le 13 mars va rester gravé dans ma mémoire pour toujours. Et l'assurance chômage, shutdown, il n'y a plus rien qui marche, sont débordés. Les lignes téléphoniques répondent plus. Les gens, ils vont téléphoner 1000 fois. Il y en a qui calculent le nombre de fois. Le système informatique saute. Les bureaux ferment. Les fonctionnaires mettent des petites pancartes collées avec du scotch tape sur la porte en disant bureau. Les gens font des files devant des bureaux de chômage. L'assurance chômage, shutdown. Fait que tu perds ta job, crise sanitaire, parce qu'on ne sait pas à cette époque-là où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Quelques semaines plus tard, nous, on fait énormément de pression. Et quelques semaines plus tard, ils arrivent avec la prestation PCU. Ouais. Quelques mois plus tard, arrivent avec ils remettent en place le régime d'assurance-emploi qui va redevenir fonctionnel. Et ils vont apporter des mesures pour assouplir de façon considérable le programme d'assurance-emploi pour permettre aux gens qui n'ont pas de job d'avoir un revenu. Alors, ça prend pas beaucoup de temps de travail pour se qualifier pour une période de 50 semaines de façon universelle avec un chèque minimum de 500 $ universel pour le monde. Et ça, c'est... il était capable de le faire. C'est ça que j'allais dire. C'est facile à faire quand on comprend qu'il y a un besoin urgent, imminent. Harper l'aurait pas fait. Vous pensez? Je suis sûr. Et il y avait une sensibilité chez les libéraux, je pense, Trudeau. Puis le gars qui parle, vous comprenez que je suis pas ni fédéraliste, ni libéral, ni etc. Mm-hmm. Bon. Mais il y avait une sensibilité. D'ailleurs, eux ont renversé la réforme Harper de 2012-2013. Ce sont eux qui, c'était la première fois depuis très, très longtemps, et ont commencé à introduire de petits changements qui amélioraient l'assurance chômage sur différents aspects. Mais ils vont réfléchir à cette patente-là du programme d'assurance-emploi. Il y a un ministre à l'époque qui est responsable du programme assurance-emploi qui, lui, pense à la redistribution et aux programmes sociaux. C'est un intellectuel de ces questions-là. Okay. Ceci dit, nous, on est consultés à cette époque-là. En pleine crise sanitaire, en plein été, on est consultés. Puis le ministre qui me montre ce qui est en discussion au cabinet des ministres, c'est-à-dire toutes les programmes, ces mesures d'amélioration, d'assouplissement de l'assurance-emploi, moi-même, je ne l'aurais pas imaginé. J'ai presque tombé en bas de ma chaise. Le discours du gouvernement à l'époque, c'était de dire, oui, c'est vrai, oui, il faut moderniser ce programme-là, oui, ça prend une réforme, puis on va l'amener au 21e siècle, ce programme-là, etc. Bon, parfait. Finalement, tout a tombé. À la fin de la pandémie?
te dirais qu'en 2022, c'était pas mal closé, puis à la fin 2023, c'était pas mal fini. Fait que ça a été une réforme temporaire. C'est une réforme temporaire, mais qui faisait la démonstration qu'on peut. Pas nécessairement, je disais, des sanctions extrêmes qui sont appliquées. On peut penser autrement le système. On peut le penser autrement. Alors, il y avait tout ça. Finalement, ils ont jeté à l'eau le programme de réforme. Ils l'ont pas fait. Il y a vraiment un vrai besoin d'une réforme. Repenser ce système-là, qui est assez vicié et vicieux, et le repenser de façon à venir en aide aux gens dans des situations de chômage, chercher des situations, un système ou un programme équilibré, bien sûr. Ouais. Il y a personne qui est assez fou pour dire qu'il faut se lancer dans des grands déficits, etc. Ouais. Mais il y a tellement d'argent qui rentre dans ce compte-là, entre les cotisations, qu'il y a moyen de paramétrer les dépenses en fonction d'aider les gens. Donc, que les conditions d'admissibilité, etc., soient plus humaines. Que le traitement qui soit donné par les fonctionnaires, par les enquêteurs, soit aussi plus humain. Il y a moyen de repasser ce système. Ouais. Est-ce que ça nous ramènerait aux objectifs originaux de ces programmes-là? On est complètement là. On a toujours été là. Alors, le temps a évolué, les choses ont changé, puis toutes sortes d'affaires évoluent constamment. On est en perpétuel, bien sûr, mouvement, tout le monde. Mais les enjeux fondamentaux ou essentiels sont exactement les mêmes. Est-ce que la pression est assez grande? Est-ce que les gens sont assez mobilisés? À un moment donné, elle est devenue assez grande. Par exemple, autour de la réforme contre Harper, il y a eu une véritable mobilisation dans l'Est du Canada. Mais longtemps, cette mobilisation-là était cantonnée au Québec, puis aux provinces maritimes, puis parfois même juste au Québec. Et à Ottawa, ce qu'on nous renvoyait comme idée, parce qu'on a rencontré des députés, des ministres, des fois on allait faire des speeches à des caucus de partis politiques, etc., mais on nous renvoyait beaucoup l'idée French problem. C'est des problèmes de monde français. Et même, pas juste au Parlement. Parfois, c'est des gens du CTC, du Congrès du travail du Canada, de la grande centrale syndicale, qui nous disaient la même chose. C'est-à-dire, le problème que vous soulevez, il n'est pas soulevé dans les autres provinces. Il n'existe pas dans les autres provinces. Parfait, OK, fine. Fait qu'on essayait. Puis on le sait, on comprend bien que l'assurance chômage est un programme pan-canadien. Ouais. Alors, il faut qu'il y ait une conscientisation sur un niveau pan-canadien pour arriver à des transformations. Bien sûr, la crise sanitaire a placé ces conditions-là, pour qu'il y ait une prise de conscience pan-canadienne pour ces transformations-là. Mais je te dirais aussi les taux de chômage. Alors là, les taux de chômage, c'est assez drôle ce qui se passe au Canada, parce que le Québec a été toujours, au cours du 20e siècle, le parent pauvre de l'économie canadienne. On était toujours les taux de chômage. Les plus élevés, on était la capitale. Trois-Rivières, on y a déjà collé l'étiquette dans les années 80 de la capitale canadienne du chômage. Puis le Québec, c'était... Et les libéraux du Québec, Bourassa, on m'a conté cette anecdote-là, il paraît qu'elle est vraie. Quand ils ont commencé à réfléchir avec Allaire, etc., fin 80, début 90, à certains rapatriements de pouvoir, on a pensé à l'assurance chômage. Et le Parti libéral du Québec avait introduit dans son programme le rapatriement au Québec de l'assurance chômage. Et Bourassa répondait à ça en disant, on peut pas. On a 40% des chômeurs. Alors, est-ce que c'était 40%? On va le financer, ça va coûter cher, on veut pas. Est-ce que c'est 40, 38 ou 36? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tout le temps eu, historiquement, des taux de chômage très élevés par rapport à l'ensemble canadien. Plus élevés que l'Ontario. Et là, et c'est encore vrai aujourd'hui, les tendances se sont complètement renversées et le Québec a parmi les taux de chômage les plus bas au Canada. Plus bas et de beaucoup par rapport à l'Ontario et plus bas que par rapport à l'ensemble canadien. Alors, il y a vraiment un renversement historique. C'est Pierre Fortin l'économiste qui m'apportait, il a fait un moment donné tous les taux de chômage là, qui sont répertoriés depuis telle année dans les années 30 ou 40, je sais plus trop quoi, etc. Québec, Ontario, Canada, etc. Et la démonstration était très claire qu'on a toujours été ce parent pauvre de l'économie canadienne, avec des taux de chômage beaucoup plus élevés que le reste du Canada ou de l'Ontario. Mais, renversement de tendance, on a des taux de chômage très bas. Jusqu'au mois passé, on était même la province au Canada qui avait le taux de chômage le plus bas au Canada. Il y a des régions au Québec qui sont en plein emploi. Québec. La ville de Québec est en plein emploi. L'Abitibi, les taux de chômage sont très bas. La plupart des régions du Québec ont des taux de chômage en bas de 6%. Est-ce que ça va durer tout le temps? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas économiste, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est ça. Est-ce que dire ça
veut dire « Ah, ben, on n'a pas besoin de programme d'assurance chômage. » Ben non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que l'assurance maladie, puis se donner un programme d'assurance maladie, c'est pour que tout le monde soit malade demain matin? Mais non, Non. mais non. C'est une couverture qu'on veut universelle pour que les gens, quand ils en ont besoin, y aient accès et de la meilleure façon possible. Et c'est vrai pour l'ensemble des programmes sociaux, comme l'assurance chômage ou l'assurance emploi. Mais nous, historiquement, on a été bénéficiaires au Québec du programme d'assurance chômage, c'est-à-dire qu'on a reçu plus que ce qu'on a versé en cotisation, sauf les dernières années. Mais est-ce que ça, on pourrait l'interpréter autrement? On pourrait dire que si la situation est favorable au Québec du point de vue de l'emploi, elle doit l'être moins favorable dans le reste du Canada. Exact. Est-ce que ça pourrait les amener à, justement, à être plus demandeurs du point de vue de la réforme? Et voilà le point, parce que le point de départ, c'était ça, la conscientisation pan-canadienne. Là, il commence à en jaser pas mal, parce que tu as une crise dans le secteur automobile en Ontario, avec les tarifs, et tu as des taux de chômage qui avoisinent les 8 %. Et dans les prairies, tu as des taux de chômage qui sont assez élevés. Alors voilà. Fait que là, il y a une plus grande conscience que peut-être on devrait réformer ce programme-là. Est-ce qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute vraiment de ça? Je sais pas. En tout cas, ouais, voilà. Nous verrons. Mais je pense que c'est par des mobilisations sociales. Et non seulement par des mobilisations sociales, mais par la multiplication des terrains d'intervention, des prises de parole et surtout de bien comprendre et de bien maîtriser son dossier, les chiffres. Ouais. Parce que eux vont tout le temps de sortir des chiffres, comprends-les mieux qu'eux autres, les chiffres. Puis renvoie-là en pleine face ce qu'ils ont fait avec le programme, etc. Mais multiplions les terrains d'intervention, cherchons à bâtir un rapport de force et sortons de nos bureaux un petit peu aussi, parce que, bon, on défend le monde un par un. Chaque bataille est importante, puis chaque bataille que tu peux gagner, mais tu fais avancer les affaires. Et en même temps, tu dois mener une action collective qui fait en sorte que tu vas chercher à établir, à conscientiser, à établir ce fameux rapport de force face à ceux qui sont les décideurs politiques. Si vous regardez l'ensemble de votre carrière, je pense que atteindre ça, cette mobilisation, cette conscientisation, ça doit sans doute être une des réussites que vous mettez sur votre grand tableau, là. Non, je sais pas. C'est-à-dire qu'on a travaillé très fort sur ça, mais on a eu des échecs aussi. Moi, je me souviens aussi de tentatives de mobilisation où ça fait patapouf. Puis, mais il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ce qui est très important, je pense, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire d'être capable de rejoindre l'opinion publique puis de travailler à développer des courants d'opinion publique qui soient favorables à ce que tu mets de l'avant. Faut aller parler aux gens, faut que tu sois là, faut que tu sois dans les médias, parce que le pouvoir politique est sensible à cette opinion publique-là. Donc, c'est par l'intermédiaire de l'opinion publique qu'on C'est l'opinion publique. Cette mobilisation-là, c'est l'opinion publique. Puis parfois, c'est des manifs, c'est bien du monde dans la rue, mais c'est de façon générale. Et c'est quand je disais, on a gagné la bataille de l'opinion publique contre Harper sur sa réforme de l'assurance chômage en 2012-2013, c'est vrai. Parce que le monde était vraiment fâché, insulté contre le gouvernement Harper. Puis s'il a perdu les Maritimes et le Québec, moi je pense que c'est la question de l'assurance chômage qui a été un enjeu important. On s'attaquait pas juste aux chômeurs, mais à l'ensemble de la population là, un peu partout. Tout à fait, tout à fait. À certaines régions en particulier. Oui, ces régions qu'on appelle ressources, là, en particulier. Oui, c'est assez drôle, c'est assez méchant comme expression, région ressources. C'est le pillage des ressources naturelles dans les régions. C'est ce même rapport colonisateur qu'on a avec certains pays du Sud, de pays à pays, de pays centraux vers les pays du Sud. Exact. Mais là, c'est à l'intérieur d'un pays comme le nôtre, il y a cette relation colonialiste vers les régions. On va piller les ressources naturelles, les mines en Abitibi, le forestier dans d'autres régions, les produits de la mer ailleurs, etc. Et puis les profits de tout ça sont délocalisés. Ils s'en vont ailleurs. Ils restent pas dans la région. On ne fait pas vraiment de transformation, pas suffisamment en tout cas, pour permettre à du monde d'avoir des vrais jobs. Vincent, si vous faites le bilan aujourd'hui, 45 ans d'expertise, j'allais dire expertise en chômage, mais... On sort des petites cartes. mais donc, 45 ans passés à défendre les chômeurs, les chômeuses, à mettre de l'avant cette problématique-là en la
rendant compréhensible, en expliquant que c'est pas une tare d'être chômeur, ça fait partie de la vie du travail. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre engagement dans cette cause-là? Ben, écoute, on n'est pas grand-chose, hein? J'ai compris ça. On n'est pas grand-chose. Alors, il y avait des gens avant toi, puis il va y avoir des gens après toi. Alors, moi, j'ai été une espèce de chaînon dans tout ça. J'ai essayé de faire du mieux. Puis ma vie n'est pas finie. Ma vie d'engagement n'est pas finie. Moi, je continue. OK, oui. Comme là, en ce moment, je suis impliqué auprès du monde de la culture. On travaille à développer des propositions de filet social pour le monde de la culture. Moi, je m'occupe de ce volet qui est l'assurance-emploi pour qu'il s'ouvre au monde de la culture, à tous ces artisans qui sont considérés au sens de la loi comme étant des travailleurs, travailleuses autonomes. Fait que je suis un peu là, je suis un chaînon, je sais pas... J'ai travaillé du mieux que j'ai pu. J'ai travaillé aussi, on l'a beaucoup évoqué dans notre échange, mais j'ai beaucoup combattu les préjugés, essayer de faire comprendre, puis des fois ça passe, puis des fois ça passe moins. Mais de façon générale, je pense qu'on a réussi à faire évoluer le débat. C'est-à-dire, on parle du monde du travail. Oui. 2, on a besoin de protection sociale où les gens vont être plus confortables que se retrouver devant rien après avoir perdu une job. On a besoin de protection sociale quand on se ramasse en chômage et on comprend que le chômage, la plupart du temps, est un chômage de courte durée. Un travailleur qui est en chômage, c'est quelqu'un qui travaillait puis c'est quelqu'un qui va recommencer à travailler. Alors, c'est un besoin de solidarité. Je pense que j'ai contribué à ce discours-là, puis du mieux que j'ai pu, à structurer nos groupes, puis faire en sorte que nos groupes, ensemble, on ne soit pas juste des petits villages de Gaulois, chacun vivant dans son petit coin, mais qu'on essaye de faire un véhicule politique, qu'on essaye d'installer un instrument social ou politique à même de mener des batailles qui sont de longue portée. Si vous aviez un conseil à donner à cette génération qui s'en vient, quel serait-il? Je pense qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut être téméraire, il faut oser. Faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, puis il faut oser. Tu vas te casser la gueule des fois. Moi, je me suis cassé la gueule une couple de fois, mais vas-y. Monsieur Séré, ça fait une intéressante discussion. Merci pour votre engagement.